Aux yeux des Français, la France est le pays du fromage et il ne peut pas y en avoir d'autres. Chaque province, chaque terroir a donné naissance à des variétés reconnues par les gastronomes du monde entier. Ce savoir-faire ancestral est en danger. Aujourd'hui, dans la patrie du camembert, ce ne sont plus les hommes qui font le fromage, mais les machines. Dans les rayons des supermarchés, il n'y a plus que du fromage industriel, sans goût, sans saveur. Moi, je tire la sonnette d'alarme en disant attention, il y a un moment donné où on va vraiment basculer dans l'uniformisation totale. C'est-à-dire dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, que va-t-on manger en fromage? Aux États-Unis, patrie de la malbouffe, c'est tout le contraire. Là-bas, jamais le fromage traditionnel n'a suscité autant l'enthousiasme. Les Américains en raffolent. Le fromage américain, on croyait le connaître. Cette chose qui dégouline sur les cheeseburgers. Mais il y a du nouveau. Désormais, l'Amérique produit du vrai fromage fermier aux 4 coins du pays. Et même, c'est tout un symbole, en plein New York. Quand j'ai commencé à être élève fromager, j'étais dans la cambrousse du Vermont. Et à aucun moment, je n'aurais pu imaginer que je me mettrais à faire du fromage au cœur de Manhattan. En Amérique du Nord, la production de fromage de terroir explose. En France, elle implose. Elle finira peut-être même un jour par disparaître. Nous sommes à Annecy, sur les bords du lac, en Savoie. Ce groupe d'Américains n'est pas ici pour faire du tourisme. Ce sont des artisans fromagers en voyage d'affaires. Ils débarquent façon commando avec une bombe dans leur valise, du fromage qui pue, made in USA. Ces Américains viennent faire découvrir à des Français stupéfaits le Monterey Jack, le blue cheese, la fine fleur de leur production. Quand je disais aux gens, j'organise une petite soirée avec des amis américains qui nous font découvrir leur fromage, tout le monde disait mais c'est pas possible, aux États-Unis il n'y a pas de fromage. C'est vraiment pour faire découvrir aux gens qu'aux États-Unis, il n'y a pas que l'image négative que l'on a, il y a des gens passionnés, des gens qui sont des gens de terroir, qui ont un savoir-faire extraordinaire, et ça c'est magique. Alors du fromage américain, oui, je savais qu'il en existait, mais autre que les machins en plastique dont j'ignorais, surtout du fromage au lait cru. Ils sont surpris de voir ce rendu de saveur et de goût, avec des typicités quand même un petit peu, qui rappellent un peu certains de nos fromages, c'est normal. Et plusieurs personnes nous ont dit, mais est-ce qu'on pourra bientôt vous acheter ces fromages-là? Vous voulez acheter du fromage américain là? Oui. Pourquoi? Parce qu'il est super bon. Autrefois, le fromage au lait cru en France, c'était du sérieux, un des piliers de la gastronomie. Mais désormais, dans les hypermarchés, on trouve essentiellement des produits à base de lait pasteurisé. Résultat, les fromages ont pratiquement tous le même goût. Devant un linéaire qui propose plus d'images alléchantes que de vrais fromages, le consommateur s'y perd. Je mange pas beaucoup de fromage. Du kiri pour mon fils. Je pense que les jeunes, il leur faut des fromages un peu moins forts ou un peu moins puants, entre guillemets. Non, j'aime pas les fromages forts. Ils sont plus attirés par les produits industriels. C'est quoi la différence entre le lait cru et le lait pasteurisé? Je sais rien. Les crus et les... je sais pas ce que ça veut dire. J'attache pas d'importance à ça. Je pense que j'achète du fromage au lait cru, mais je me suis peut-être trompée. Je regarde pas la composition, je regarde le prix. Je fais mon stock de fromage et ça me dure 6 mois, je le mets au congélateur. Le fromage au lait cru n'a plus la cote auprès des consommateurs français. Certes, le lait cru est souvent déconseillé aux femmes enceintes en raison de sa flore microbienne, mais pour les autres, il n'y a pas de risque, sinon celui de se faire plaisir. Le lait cru est un magicien capable de donner à chaque fromage un goût unique. Qu'est-ce qui distingue un lait cru d'un lait pasteurisé? C'est qu'un lait pasteurisé, il y a un traitement thermique qui va détruire à 72 degrés 15 secondes, qui va épurer le lait en micro-organismes. Donc on va avoir un lait qui était vivant avec des populations microbiennes, très riches en populations microbiennes, et qui va devenir un petit peu mort. Pour un transformateur, cette biodiversité microbienne, c'est le paradis. Toute cette vie microbienne va contribuer à produire une diversité de molécules aromatiques qui vont conduire à la diversité sensorielle des fromages au lait cru.
Victimes des produits industriels et de l'uniformisation des goûts du consommateur, les authentiques producteurs de fromages fermiers ont la vie dure. Ils disparaissent les uns derrière les autres. Marie-Agnès et René Plagne, eux, ont choisi de s'accrocher. Nous sommes dans le département de la Loire, dans les monts du Forêt. Le couple fait partie des derniers producteurs de la fourme de Montbrison, un des plus anciens fromages de France. Il est produit sur une aire géographique grande comme un mouchoir de poche. Pour avoir le droit de marquer sur leur fromage fourme de Montbrison, les Plagne doivent respecter à la lettre le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée, qu'on appelle désormais l'AOP. L'alimentation du bétail est particulièrement stricte. Pour les vaches, le pâturage est obligatoire, minimum 150 jours par an. En cas de sécheresse, interdiction d'acheter du foin ailleurs que dans la zone d'appellation. Et tant pis pour l'agriculteur si les vaches produisent moins de lait et qu'il y a donc moins de fromage à vendre. En fourme de Montbrison, nous n'avons pas le droit d'utiliser de l'antiseptique. Nous utilisons, c'est de la filasse de bois, comme du copeau de bois. Donc c'est un produit qui vient de Suisse, donc entièrement écologique et entièrement bio. Donc nous essuyons le puits pour que la bête se prépare à donner son lait. Pour les producteurs de fromage artisanal, les contraintes sont fortes. Mais les Plagne assument pleinement cette vie de forçat où l'on travaille 7 jours sur 7 sans savoir de quoi demain sera fait. Chaque matin, la traite est pour eux une promesse et une inconnue. Il leur faut au minimum 700 litres de lait par jour pour espérer produire suffisamment de fromage et payer les factures. Et si parfois les vaches ne sont pas en forme, Marie-Agnès n'en fait pas tout un fromage. Chez nous, n'importe quel animal que ce soit, elles vont toutes s'arrêter 2 mois pour congé maternité, pour qu'elles puissent se reconstituer, se reposer également, parce que c'est comme une femme enceinte, c'est la même chose. On se doit d'en avoir le respect, quoi. Réglementation, contraintes sanitaires, les producteurs traditionnels doivent aussi jongler avec les chiffres. Comme beaucoup de petites entreprises, les investissements sont lourds, la rentabilité est faible et le banquier pas toujours au rendez-vous. Fini le temps des cuves en bois taillées dans des troncs d'arbres. Aujourd'hui, l'outil de travail est en inox et il se rembourse tous les mois. On ne peut pas faire du bon et pas cher, ça c'est impossible parce qu'il y a quand même un coût de production, il y a un coût de travail avec le lait, avec les fourmes, avec les animaux. On est parti une semaine fin juillet en vacances. La personne a fait uniquement la traite, emmené les bêtes au pré. Et bien cette personne en une semaine a fait 55 heures. Aujourd'hui, Marie-Agnès se demande si elle trouvera un jour un successeur pour que son fromage ne s'éteigne pas dans l'indifférence générale. C'est sûr que c'est très dur parce que moi, souvent, ça m'est arrivé de vouloir arrêter. Il y a certains départements où les terroirs sont déjà pas mal menacés, comme la Creuse, la Corrèze, la Lozère, ces coins-là. Nous, on peut l'être également. Personne n'est protégé. Les producteurs sont en péril, mais aussi les affineurs. Lorsqu'il sort de la laiterie, le fromage est loin d'être abouti. Il va passer plusieurs semaines, des mois, voire des années, dans une cave où va se produire le miracle de la nature qui enchante les papilles. C'est l'affineur qui permet au fromage de terroir de se forger une identité. Ici, dans la Loire, les fromages sont précieusement gardés dans un ancien tunnel ferroviaire. Qu'est-ce qui aide un fromage à bien développer ses moisissures? C'est exactement le même milieu que les champignons, c'est-à-dire il nous faut de l'humidité, il nous faut de la fraîcheur. Particularité du tunnel qui est quand même assez géniale, c'est que pratiquement entre été, automne, hiver, même avec des écarts de température à l'extérieur qui peuvent être de plus de 30 degrés, on a une température qui ne varie pas d'1 degré, 1,5 degré entre toutes les saisons. Si on ne les humidifie pas sur le talon, on va avoir tout le côté talon qui va être sec. L'affineur achète comptant les fromages aux producteurs. C'est pour ça qu'il faut bien qu'on les reprenne. Il assure une trésorerie indispensable à cette population financièrement fragile. L'affineur, de tout temps, ça a été un relais économique dans la filière. C'est-à-dire qu'un producteur, quand il est en train de produire, quand il s'occupe déjà de son élevage, quand il s'occupe de ses vaches, quand il s'occupe de son pâturage, quand il fait la fabrication de ses fromages, il lui reste quand même que très peu de temps
pour s'occuper des soins quotidiens du fromage. Et bien souvent, l'affinage, il le fait quand il lui reste du temps. Et on se rend compte que l'affinage, c'est tout sauf quelque chose que tu fais que de temps en temps. Ça demande énormément de rigueur. C'est sournois parce que le fromage, c'est un produit vivant, mais qui donne l'impression, quand tu le poses sur une étagère, tu reviens 5 minutes après, bah, c'est pas comme un poisson, c'est pas comme une viande, ça n'a pas forcément changé de couleur et tu as l'impression que pas grand-chose se soit passé. En fait, c'est beaucoup plus sournois que ça. C'est que ça continue d'évoluer, mais de manière tellement lente que tu t'en rends pas compte tout de suite. Par contre, tu te rends très bien compte que d'une semaine sur l'autre, si tu n'as pas fait ton travail, ton produit a mal évolué. On travaille vraiment à l'ancienne, c'est-à-dire que on fait tout pour que le travail qui soit donné, les soins qui soient donnés sur le fromage, soient des soins qui sont manuels, qui font qu'on a un ressenti avec un toucher, avec la main. On a une odeur, on le sent très bien au nez, ce qui se passe à l'intérieur du tunnel. Si on est un peu chargé en ammoniac, si on voit que les fromages sont en train d'évoluer de telle et telle manière, ben on joue sur nos paramètres et sur nos soins. Et c'est vrai que l'approche telle que nous on conçoit notre métier est plus une approche humaine par rapport au produit plutôt que de passer systématiquement par une machine. En Touraine, un autre défenseur acharné de ce patrimoine en danger fait parler de lui. Rodolphe Lemonnier, champion du monde des fromagers en 2007, a le fromage dans le sang. Allez, on y va. Tu pousses? Et c'est de famille. Son père aussi était fromager. Pour lui, les Français ont perdu leur repère. Mais avec un peu de pratique et de pédagogie, la différence entre un produit industriel et un fromage fermier au lait cru devrait se voir au premier coup d'œil. J'ai réuni pour vous 2 camemberts qui s'appellent des camemberts. On a bien le nom camembert ici. Ici, on va être plutôt camembert de Normandie AOP. Alors, voilà, qu'est-ce qui se passe? Quand on ouvre nos petites boîtes, on n'a quand même pas tout à fait le même fromage. On va avoir un premier fromage qui va coûter 1,09 € et puis un deuxième fromage qui va coûter 4,90 €. La grosse différence, ça va être le goût et la texture du fromage. On va couper en premier notre premier camembert. Hop là. Donc là, on a un camembert pasteurisé pas cher. Et là, on a un camembert au lait cru. Voilà. On voit qu'on n'a pas du tout les mêmes couleurs non plus, qu'on n'a pas les mêmes pâtes. Ça, c'est beau de voir ça, c'est super, ça. Ça, c'est du vrai camembert AOP de Normandie. Ici, vous avez, voilà, moi, ce que j'appellerais un fromage rond, voilà, tout simplement. Un camembert comme ça se trouve, le lait, il est acheté en Russie ou dans les pays de l'Est. Et puis voilà, puisqu'il n'y a pas d'appellation, il n'y a rien. C'est dommage de vouloir chercher à imiter le camembert, à appeler ça camembert, alors qu'on n'est vraiment pas dans le même fromage. Et vraiment pas dans le même prix non plus. La Comtesse de Vichy, extra. Ça sera plus coulant que le brie, tout à fait. Ouais. Rodolphe Lemonnier est en guerre contre cette malbouffe qui prend de l'ampleur. Première étape de sa bataille, transmettre le savoir-faire. Cela passe par l'apprentissage sur le terrain, mais aussi par les bancs de l'université. Rodolphe vient de créer avec un enseignant un master fromage et patrimoine. Des goûts plutôt fins ou plutôt longs en bouche? Jadis, la tradition, c'était on était fromager de père en fils. Aujourd'hui, de moins en moins, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont envie de s'installer, qui n'ont pas du tout une culture fromagère, qui ne sont pas nés dedans, si j'ose dire. Et donc, il y a un vrai problème d'initiation, tant à la culture du fromage, d'où il vient, les richesses du terroir français, les variétés. Et puis après, il y a toutes les parties techniques, d'où l'idée, on a eu avec Rodolphe, de mettre en place un diplôme qui soit à la fois académique et professionnel. Ah, d'accord. Alors, dans les comtés, j'ai des 18 mois ou des 30 mois. Le terroir, il n'existe que dans la mesure où il s'inscrit dans une chaîne marchande. Donc, dans le domaine de la production, il y a encore des gens très compétents, il y a des agriculteurs qui travaillent bien. Par contre, il y avait un problème au niveau du milieu, c'est-à-dire l'interface entre le client et le producteur. Deuxième étape de la bataille de Rodolphe Lemonnier, rapprocher le consommateur des fromages fermiers. Pour cela, Rodolphe a réussi à convaincre ce patron d'hypermarché de tenter une expérience inédite. Proposer à ses clients des fromages de terroir à côté de fromages industriels. Notre démarche, c'est de travailler de plus en plus avec des producteurs locaux. Nous, on fait tous les salons à 200 km à la ronde pour essayer justement de trouver des producteurs et non plus de travailler avec des multinationales. C'est notre objectif. Derrière le beau discours marketing,
il y a surtout une réalité qui arrange tout le monde et laisse un espoir au fromage au lait cru. Si on en propose dans les hypermarchés, les consommateurs en achètent et peu importe le prix. C'est partout d'avoir les produits, mais il faut les vendre. Malgré tout, on est quand même aussi des commerçants. Et ça fait un peu plus d'1 an qu'on travaille ensemble. Je regardais, on a presque doublé de chiffre en 1 an. Quand vous avez un commerce, quand vous avez une courbe de progression, au bout de certaines années, bon, bah, vous ne pouvez pas ramener plus de clients qu'il en existe. Donc pour arriver à se développer, il faut soit avoir d'autres magasins, soit trouver des solutions pour se rapprocher des gens pour vendre les fromages. Allez, action Constance. Voilà. Ouais, super. Les apprentissages Vas-y, de Constance. allez, action Constance. Les fromages de terroir se meurent dans l'indifférence générale. Mais certains ont trouvé des méthodes percutantes pour qu'on ne les oublie pas. Allez, vas-y, écarte un tout petit peu les jambes pour mettre un peu plus de stabilité. Le corps un tout petit peu vers moi. Et le sourire. Ouais, super. Véronique Richer-Le Rouge dirige une association de défense du patrimoine fromager. Et cette année, pour son calendrier annuel, elle frappe un grand coup. Oh, et arrête de me fouetter comme ça, là. Je me suis aperçue que le fromage français, c'était un produit de luxe. C'était l'équivalent du champagne, c'était l'équivalent des robes haute couture, des grandes marques de luxe. Alors qu'en France, les gens achètent du fromage comme ils achèteraient un paquet de lessive, quoi. C'est totalement banalisé. Et je me suis dit, pourquoi, quand vous mettez une femme en robe sexy avec une coupe de champagne, tout paraît normal, et pourquoi vous mettez cette même femme avec un fromage, pourquoi tout le monde est mort de rire? Le calendrier, par son côté décalé, son côté original, fait parler des fromages au lait cru dans le monde. Voilà. Super. Attends. Il y a une perte de la connaissance totale en France, ça c'est clair. Les gens savent plus ce que c'est qu'un camembert de Normandie, confondent avec un camembert fabriqué en Normandie. Ils savent plus ce que c'est qu'un fromage au lait cru et le différencier qu'un fromage pasteurisé. Autrefois, on mangeait des bons fromages à table. Il y avait toujours du fromage à table dans les restaurants, dans les bonnes tables. Sur les bonnes tables, il y avait toujours un plateau de fromage. Aujourd'hui, on le cherche, quoi. Depuis les années 50, il y a plein de fromages qui se sont arrêtés et je pense que ça continuera parce qu'on est dans une logique d'uniformisation, de globalisation, que vous alliez à Toulouse ou à Lille, vous mangez les mêmes fromages, alors que la France, c'est le pays de la variété. Le lait cru a été complètement éradiqué au profit d'industries laitières à fort rendement qui voient que les enjeux financiers. C'est pour ça que j'appelle ça l'or blanc ou le pétrole blanc, parce que c'est une force financière et c'est une force économique en France. De leur côté, les industriels restent discrets sur ce pétrole blanc. Seul un groupe agroalimentaire a joué le jeu de la transparence en acceptant de nous recevoir. Il est basé dans le Cantal. Le fromage de la région, tout le monde le connaît, et pourtant le Cantal fermier au lait cru de nos ancêtres a presque disparu. Désormais, les grands groupes ne se contentent plus de produire du Cantal à base de lait pasteurisé. Ils viennent directement concurrencer les petits producteurs de terroir. Cet atelier ultra moderne qui respecte tradition et modernité nous permet de sortir jusqu'à 600 meules par jour avec une équipe de 20 personnes. Alors, vous avez dans cette cave d'affinage 7000 pièces qui ont un âge moyen compris entre 90 jours et 150 jours. Cette cave d'affinage entre 10 et 12 degrés à 95% d'hygrométrie permettra au produit et au Cantal d'obtenir sa texture et son goût inimitable. Le fromage que l'on trouve en France dans les rayons des hypermarchés est pour l'essentiel un produit industriel qui respecte le cahier des charges de l'appellation protégée. À un détail près, les machines ont remplacé les artisans. En 1990-92, quand nous décidons de moderniser le Cantal, nous sommes partis rechercher toutes les phases manuelles et nous les avons automatisées. Nous avons exactement les mêmes critères de fabrication qui sont d'ailleurs décrits dans le cahier des charges. Donc de toute façon, pour être Cantal, il faut respecter un certain nombre de phases de fabrication et tout ça a été mécanisé. À quelques kilomètres de là,
la fromagerie de la Planaise, l'une des dernières de la région, à produire le fameux Cantal fermier. Ici, on résiste tant bien que mal à la force de frappe des usines voisines. Et on brandit fièrement un savoir-faire qu'aucun robot ne pourra jamais reproduire. Tout est fait manuellement, donc c'est une personne qui tourne, frotte tous les jours, quotidiennement, tous ces fromages. En fait, dans la semaine, il va frotter les 1900 fromages qui sont présents dans le tunnel. Alors bien sûr, les industriels, nos concurrents, ont industrialisé ce processus avec des brosses, mais ça ne donne pas du tout la même fleur au niveau du fromage par rapport à ça, et la même bouton, la même qualité de bouton par rapport à cela. À la fromagerie de la Planaise, le geste de l'artisan est le fruit d'un savoir transmis depuis de nombreuses générations. À chaque coulée de lait, tout paraît semblable et tout est différent. Les propriétés du lait sont variables à l'infini selon les fermes et les pâturages. Le maître fromager, plutôt que de s'en tenir à une recette toujours identique, décide, au toucher, à l'œil, à l'odorat, de ce que deviendra le fromage qui s'élabore devant lui. Pour Véronique Richer-le-Rouge, qui mène son enquête sur les menaces qui pèsent sur les petits producteurs, les grands groupes mettent en péril toute la filière. Ils achètent tout le lait de la région pour alimenter leurs usines. À la fromagerie de la Planaise, il y a urgence. 3 de ses fournisseurs de lait viennent de la quitter pour la fromagerie industrielle voisine. Souvent les politiques, tu as été voir Oui, les politiques aujourd'hui agissent, essayent d'œuvrer, mais en même temps, il y a une telle puissance de frappe des groupes aujourd'hui par rapport à ça, qu'ils agissent à ces niveaux-là et qu'aujourd'hui, on peut se voir pénalisé, freiné dans notre développement. Ce qui est le cas aujourd'hui. Alors aujourd'hui, si l'activité disparaît de chez moi, ben, l'activité, elle disparaît du secteur, on ne la reconstruira plus. Well, cheers and welcome. Retour à Annecy. Les artisans fromagers américains continuent leur périple. Le groupe est reçu par Laure Dubouloz, chargé par l'affineur Hervé Mons d'établir des contacts avec des acheteurs venus d'outre-Atlantique. So we're getting in this cave. This is one of my favorite caves. This is the cave where we age most of the Comté and Beaufort. You have some that I really like here, and what I like about them is the mold, is the blue mold. And most of the time people are scared of this mold. This is what I find in the US. Like when they see blue mold, like they don't want to hear about it, they think it's bad. Le problème pour les Français, c'est qu'aujourd'hui les Américains sont plus intéressés par le savoir-faire hexagonal que par ces fromages. Encore une goutte ? Les loups sont entrés dans la bergerie et ils ne s'en cachent pas le moins du monde, qu'ils soient fromagers ou investisseurs. Nous sommes venus ici pour apprendre la culture française du fromage. On essaie d'en tirer profit pour notre propre projet dans le Vermont. C'est formidable d'être ici en France, de rencontrer tous ces gens. Ils sont merveilleusement coopératifs. Nous sommes ravis de ce transfert de connaissances. Aujourd'hui, on a des Américains qui viennent pratiquement toutes les semaines chez nous pour comprendre l'affinage, pour essayer d'en apprendre quelque chose, visiter les derniers mohicans de producteurs qu'on a qui travaillent encore avec une méthode traditionnelle, sans utilisation de ferment et en n'ayant que le lait et la présure pour pouvoir faire un fromage. Ben, ces gens-là retournent chez eux et veulent tout de suite appliquer ça. Comme avec le vin il y a une trentaine d'années, des Américains viennent cueillir en France les vestiges d'un savoir-faire de plus en plus délaissé. C'est le cas d'Eric. Venu pour un stage d'1 mois, il a décidé de rester auprès de l'affineur Hervé Mons pour apprendre le métier. S'il pleut des cordes, parce que là-haut, il pleut pas comme ça, il pleut à horizontal avec le vent. Quand on monte là-haut, même s'il fait un temps pas génial, je suis toujours enchanté de monter là-haut, voir les fromages dans les caves, goûter les fromages, faire les sélections avec Hervé. C'est quelque chose de génial. Et sans ces petits producteurs-là, bah, cet sentiment, les frissons que je viens de me donner, je les aurais pas. Ce jeune homme rentrera chez lui faire du fromage, mais à l'américaine. Là-bas, la demande de fromage de terroir explose, tandis qu'en France, elle s'atrophie, une réalité qui fait enrager Hervé Mons. C'est quand même incroyable qu'il faut parfois aller promener un produit à l'autre bout du monde pour le revaloriser, alors qu'on n'est pas foutu de le revaloriser correctement chez nous, parce qu'encore une fois,
dans ces chers consommateurs français, les priorités n'ont pas été données au bon endroit. Okay, il est tellement bien d'avoir la bonne bagnole, d'être bronzé toute l'année, de montrer une belle maison, d'être bien fringué, parce que ça, c'est important, c'est de l'image. Okay, puis d'acheter le dernier téléphone à la mode, parce que ça aussi, sinon, tu passes pour un plouc. Puis à côté de ça, une fois que tu as tout dépensé, tu regardes ce qui reste dans ton porte-monnaie pour manger. Bah, il te reste de quoi bouffer des spaghettis, et encore, faut qu'ils soient pas chers. Okay, et le reste du temps, tu n'as pas la queue d'un rond pour pouvoir acheter à manger. Donc c'est trop facile de dire « Ah ouais, mais pour manger, il faut avoir des moyens ». Non, il ne faut pas avoir des moyens, il faut simplement savoir où est la priorité. Pour sauver leur fromage qui pue, les Français doivent continuer à exporter et trouver à l'étranger les nouveaux clients qui leur font défaut chez eux. On retrouve le Français Rodolphe Lemeunier. Le champion du monde des fromagers est aux entrepôts Larkin, les plus importants des quais de New York. À l'intérieur, que du fromage français. Joe Moscovitz est le premier à avoir misé sur l'engouement pour les fromages de terroir. Le cœur de notre business, c'est l'importation de fromage français. Je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais je crois que l'année dernière, on a fait un volume de 10 millions de tonnes. Pour faire la visite, voici Adam, le fils de Joe, fier de montrer que les fromages français vont continuer d'inonder le territoire américain. From Larkin, the cheese goes all over the United States. For example, this cheese is going to Chicago. This is for a New York distributor. This is for a New Jersey distributor. This is going to Florida. This tractor trailer is going to the south. For example, if you see over down the street, right now what we have packed up are 3 trailers going to California. Next Monday, I'm getting 7 containers of French cheese in one day. 7 containers. You know how much weight that is? That's 250,000 pounds of French cheese in one day. Pourtant, à y regarder de plus près, la situation n'est pas des plus enviables pour les producteurs français. Après un quasi-monopole durant des décennies, la concurrence avec les fromages américains bat son plein. Il y a 20 ans, environ 5 à 6% des fromages consommés aux États-Unis étaient importés. Aujourd'hui, c'est moins de 3%. This is just 2 cultures involved with cheese, but so many cultures represent cheese. I love cheese. I love cheese that brings you to the knees. I love cheese that you can smell in the breeze. I love cheese. I love stinky cheese. I love cheese when it gets all over my hands and my mouth. But I don't like when cheese gets on my shirt, because that's a waste of cheese. Blue cheese, I love you. You gotta let that blue vein get sublime, intertwined in the paste of the cheese. I love cheese. Depuis quelques mois, la Française Laure Dubouloz est partie en éclaireur à New York. Sa mission, distribuer les produits de la fromagerie Mons auprès des détaillants et des restaurateurs. À mi-temps, elle occupe également un petit job chez un fromager qui ne vend que des fromages américains. Ok, combien on en met? À défaut de vendre français, cela lui permet de comprendre le goût des consommateurs. Ici, il y a une vraie passion pour la nourriture et pour les choses qui sont bonnes. Il y a vraiment une clientèle ici qui comprend le produit et qui est prête à découvrir. Et ça, c'est génial. Isn't it tasty? Very, but yeah, not too crazy. Not too crazy, but we can go stronger after that. We need something like a little bit more pungency. Very aged. Excellent. Pour nous, le marché américain, c'est un marché qui représente quand même une certaine partie du business. On a, nos fromages se vendent bien ici sur les États-Unis. Par contre, c'est vrai que les fromages de qualité locaux américains viennent en directe compétition avec nous.
Pour la propriétaire de l'échoppe qui a anticipé la tendance du fromage artisanal aux États-Unis, il existe ici un mouvement de fond en faveur d'une alimentation plus naturelle. Pour preuve, le mot terroir n'existait pas en anglais il y a encore 10 ans. Aujourd'hui, il est sur toutes les lèvres. Est-ce que le terroir américain vient de naître? Je pense que le terroir américain a toujours existé. Mais je crois que c'est seulement maintenant qu'on en prend conscience. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, la plus grande partie de notre nourriture avait souffert d'homogénéisation, tournée vers une production de masse qui ignorait les spécificités des productions locales. Ça n'a commencé vraiment à changer que dans un passé récent. Je dirais à peu près il y a 15 ans, en tout cas pour les fromages. Les gens ont commencé à développer des goûts et des saveurs qui sont liés à leur ferme et à leur région. Là où la concurrence entre les fromages français et les fromages américains est la plus spectaculaire, c'est ici, chez Daniel Boulu, célèbre restaurant 3 étoiles. Il y a 10 ans, le plateau de fromage comptait 100% de fromage français. Aujourd'hui, il n'y en a plus que la moitié. Le fromage semblait un paradoxe qui est très présent en Amérique du Nord. Depuis une petite dizaine d'années, il y a ce mouvement et cette très forte demande de lait cru. Maintenant, je suis très heureux de dire que j'ai l'opportunité de présenter un plateau de fromage fermier, français et américain. Ici, je suis donc sur le terroir français et sur le terroir nord-américain, je veux dire. Donc je me suis toujours efforcé de présenter les différentes familles de fromages, que ce soit dans les poudres naturelles, les pâtes lavées, les fromages de chèvre, de vache, bien sûr, les différents bleus ou les pâtes dures. Un de mes derniers coups de foudre, nous allons à Twig Farm, ici, donc c'est dans l'État du Vermont. C'est un fromage de chèvre. Là, je viens de recevoir un autre fromage. Celui-ci a été lavé avec un cidre de pomme, le Slyborough. J'ai essayé également quelques triples crèmes. Bon, là, actuellement, ce Cunic, qui est un triple crème qui est fait dans le nord de l'État de New York. Bon, j'ai toujours encore ces idées préconçues de personnes qui ne veulent que des fromages français ou que des fromages européens. Mais il ne me faut pas grand-chose pour les dissuader, leur faire découvrir des fromages américains. Aux États-Unis, on ne fait jamais les choses à moitié. Les gens veulent du fromage, alors on en crée de toutes sortes et on en produit même au cœur de Manhattan. Dans ce magasin unique au monde, on ne fait que du fromage au lait cru et on y revendique le Broadway terroir, sous le regard ébahi des passants. Le lait vient d'une ferme à 2 heures de route de New York. Tous les matins, après la traite des vaches, le lait frais est ramené ici en camion. Il est rapidement transformé en fromage. On fait cailler 20 000 litres de lait, ce qui nous fait près d'1 tonne de fromage tous les jours. La plupart des Américains, et probablement les gens du reste du monde, ne savent pas d'où vient leur nourriture, ni comment c'est fabriqué. Beechers est en train de changer la façon dont les Américains se nourrissent. On réalise cela en faisant comprendre aux gens comment leur nourriture est préparée. Ils comprennent vraiment la quantité de travail et le soin apporté pour fabriquer un simple morceau de fromage. Le truc que j'aime beaucoup voir, c'est quand les gens regardent à travers la vitrine, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Les enfants, comme les adultes, sont fascinés. Ils sont fascinés par le lait en train d'être brassé, le caillé en train d'être travaillé ou simplement par le nettoyage des bacs. Et à ce moment-là, on leur dit qu'on est tout simplement en train de faire du fromage. Et là, ils répondent « Oh, mon Dieu, vous faites du fromage ici ?» Alors, vous leur expliquez le procédé. Et ils commencent à comprendre. C'est magique, du lait qui se transforme en caillé. C'est pour ça qu'on a mis à disposition du caillé dans la boutique. Et tous les jours, ils peuvent y goûter. À quelques centaines de kilomètres plus au nord de New York, l'été indien laisse éclater ses couleurs. Nous sommes dans l'état du Vermont, sur les terres de Matthew Keller, l'un des fromagers américains croisés au lac d'Annecy.
En se lançant dans le métier, Matteo a vu les choses en grand. Il voulait créer une cave d'affinage en tout point égale à celle qu'il a visitée en France. Mais comme la roche est trop dure pour être creusée, il a tout simplement fait exploser une colline. Une méthode de construction peu soucieuse de l'environnement, mais efficace pour stocker du fromage bio. Au total, il y a 7 caves sur plus de 2000 mètres carrés et 9 mètres de haut. Ici, Matteo va pouvoir affiner plus de 2000 tonnes de fromage fermier par an. Une installation sans équivalent au monde, pour laquelle un fonds de pension a investi 3 millions de $. Si on pense au fromage comme une sorte de capital fermier, on peut voir cet endroit comme le coffre-fort d'une banque. Alors, le but de cet édifice est de soutenir l'environnement local et pour créer un accès et faciliter l'entrée pour de nouveaux producteurs qui sont intéressés à donner la juste valeur à leur lait. Bizarrement, il est vraiment beaucoup plus difficile de faire du fromage ici. Les réglementations sont beaucoup plus strictes qu'en France. Si jamais on est responsable d'une intoxication, on est dégagé du business et interdit d'exercer. On n'a aucune aide technique de la part des instituts de recherche publics. On est vraiment tout seul. Matteo n'a pas toujours été éleveur et fromager. Avant de se lancer dans cette aventure, il travaillait dans la finance internationale. Il a donc su lever des fonds en quantité suffisante pour mettre sur pied une structure viable et rentable. Là où les artisans fromagers français s'épuisent à payer leurs factures et à convaincre des banques de leur accorder des prêts, ici ce sont des fonds de pension qui investissent chez les petits producteurs. Aux États-Unis, le business du terroir n'en est qu'à ses débuts. J'ai toujours vu le développement tel qu'il est appréhendé en Occident comme une forme de violence. Il y a un dévoiement de la nature, une aliénation des gens. C'est comme un crime contre la société. Dans ce pays, il y a des fermes géantes. Ils sont capables de traire 30 à 40 000 vaches au même endroit, dans des zones stériles qu'on a truffées d'engrais. Ici, dans le Vermont, on ne sera jamais des producteurs low cost. Ici, vous pouvez produire le meilleur lait des USA. Et il y a un marché pour les produits de haute qualité. Les caves et la ferme de Jasper Hill, c'est notre réponse personnelle à la mondialisation. Nous essayons de dynamiser et protéger les gens et les paysages que nous aimons. Dans ce pays où la politique agricole a été tournée vers la standardisation, qui a cherché à éliminer systématiquement tout ce qui était différent, acheter un morceau de fromage au lait cru est un acte politique au sens le plus littéral. Le fromage, un instrument de lutte politique? Pour s'en convaincre, il suffit de discuter avec les employés de Matteo, moitié militants, moitié artisans. Ici, le fromage soude la communauté. Le tatouage, c'est le plan de nos caves. Je l'ai fait graver sur mon bras en signe d'appartenance à une confrérie. Je pourrais dire ça comme ça. C'est une sorte de témoignage à l'égard de Jasper Hill Farm et de tous les gens qui s'y investissent. Matteo était autrefois un grand voyageur, un homme d'affaires. Il a fait le choix d'une vie de labeur et de contraintes pour l'amour d'un terroir qu'il est en train d'inventer pour les générations futures. La fabrication du fromage est un boulot routinier, mais ce qu'on garde toujours présent à l'esprit tous les jours, en tant que fermier et fromager et en tant qu'affineur,
c'est qu'on construit quelque chose qui est plus grand que chaque personne prise individuellement. Et ça nous aide à nous lever le matin. En remontant plus au nord, de l'autre côté de la frontière américaine, c'est le Canada. Ici aussi, la mode du fromage fermier est en plein essor. À Grondines, au bord du Saint-Laurent, près de la ville de Québec, Louis Arsenault s'est offert une ferme traditionnelle et les 40 vaches qui vont avec. Son petit coin de paradis, enfin quand il fait beau. C'est sûr que ça nous tenterait pas tellement non plus, hein? Comme Matteo Keller, Louis Arsenault est nouveau dans l'artisanat fromager. Sa spécialité, les vaches brunes, dont le lait extrêmement riche confère à ses produits une rare finesse. Ici, on respecte les normes d'hygiène drastiques imposées par le gouvernement. Les fromages de la ferme des Grondines sont bio et ils égalent en qualité les meilleurs produits artisanaux français. Normal, Louis a fait ses classes en France. C'est très ingrat de dire ça, mais je préfère d'autant plus importer vos connaissances que d'importer vos produits. Et c'est là qu'on voit le filon de travailler conjointement avec vous, c'est d'aller chercher, d'importer votre expertise et de transmettre une partie du savoir. Parce que certains pourraient dire « Ah, mais là, on va perdre parce que vous importerez plus nos fromages. » Mais au bout de la ligne, ce que nous faisons et ce que vous devez continuer de faire, c'est un produit qui représente la typicité de son terroir. On ne pourra jamais reproduire un comté, on ne pourra jamais reproduire un Beaufort. Parce qu'on ne travaille pas dans les mêmes environnements. La fleur que vous avez en alpage, nous, on ne l'a pas ici. Mais on a des plantes, on a des fleurs qui vivent dans le froid, qui vont tolérer, donc, inévitablement, ont des goûts différents. Louis Arsenault est devenu président de l'Association des fromagers artisans du Québec. Il milite activement pour la vente directe à la ferme. Celui-là s'appelle le rassembleux. C'est un bleu à pâte ferme. Okay. Il est convaincu que cela contribuera à faire entrer le fromage fermier dans toutes les maisons du Canada. Oh. Ah, lui, moi, il vient me chercher. Vraiment. Avec un Porto, ça. Et c'est extraordinaire. On s'est arrêté un peu ici. On n'a pas acheté des fromages français, on a acheté que du Québec. Que du Québec. Notre priorité, c'est vraiment la mise en marché à partir de notre boutique. Quand on vend à la boutique ici, le consommateur, lui, le paie moitié moins cher que s'il avait à l'acheter à Montréal ou à Québec. Il y a des gens qui sont tellement fanatiques du fromage que eux, c'est plus économique de partir de la ville de Montréal, qui est à 200 km d'ici, et venir chercher le fromage ici, à la Meule, on s'entend, et retourner à Montréal. Et c'est pour ça que je dis souvent, moi, à mes membres de l'Association des fromagers artisans du Québec, partez-vous une boutique, vous allez établir un contact et vous allez populariser le fromage, vous allez le faire connaître, vous allez sensibiliser les gens. C'est tout ça qui est gagnant, qui est, en bon québécois, qui est winner. En 20 ans, le volume de fromage fermier aux États-Unis et au Canada a été multiplié par 1000. En Amérique du Nord, les pionniers du bien manger cherchent à rompre avec la culture de la malbouffe qui a imprégné la société depuis les années 30. Pour s'en rendre compte, il suffit d'assister à l'American Cheese Society, un festival annuel ouvert aux seuls producteurs nord-américains de fromage fermier. Cette année, il a lieu à Montréal. Lors de la première assemblée en 1989, ils étaient tout juste 150 participants. Cette année, ils sont plus de 1500. Le ministre de l'Agriculture s'est même déplacé pour l'occasion. Je pense que les fromages du Québec ont leur goût particulier et ils sont capables d'affronter la compétition où qu'elle soit dans le monde. Alors vous amenez du fromage. Monsieur le ministre peut sourire. Fier de ses fromages, le Québec a réussi à les placer dans des publicités.
À un moment donné, mon entreprise va grossir. On y vante les universités, la recherche, mais aussi le fromage, en taclant au passage les cousins du vieux continent. On va conquérir la planète. À un moment donné, c'est les Français qui vont manger mon fromage. Moment fort du festival, l'intronisation solennelle des nouveaux membres de la Guilde internationale des fromagers. Les Nord-Américains sont en train de créer leur terroir, mais aussi le folklore qui va avec. Les personnes sont cooptées sur présentation de 2 par 1. Suivant leur degré de compétence et leur âge et leur aventure dans le métier, eh bien d'abord on rentre simple soldat dans la guilde, puis au fil du temps, si on montre de l'attachement et si on persévère dans le métier, on va gravir au grade intermédiaire pour accéder à la maîtrise. Les fromages en compétition viennent exclusivement des États-Unis et du Canada. Ils sont goûtés à l'aveugle. Parmi les jurés, des grands chefs, des critiques gastronomiques, des journalistes spécialisés et une Française, Laure Dubouloz, la jeune fromagère croisée à New York. C'est intéressant de voir ce qui se passe ici et à quelle vitesse ils apprennent et ils évoluent. Et il y a des très très bons fromages américains, notamment fermiers et artisanaux qui sont faits ici aux États-Unis. Chaque fromage est jugé par des groupes de 2 juges, un juge technique et un juge esthétique. On juge les arômes du fromage, donc l'odeur, le nez, ensuite la texture du fromage, l'apparence du fromage et surtout le goût. Pour la cérémonie de remise des prix, le fromage fait son show à l'américaine. La salle est pleine à craquer. Pour l'heureux élu qui gagne le grand prix, c'est le jackpot assuré. Oh, c'est de l'or. Déjà, c'est la fierté. Et après ça, tous les détaillants, tous les distributeurs de l'Amérique du Nord, ils veulent ce fromage dans leur caisse. Eric Meredith, le stagiaire américain d'Hervé Mons, est venu de Savoie pour goûter les dernières créations. J'ai des copains américains qui ont commencé à faire du fromage il y a 5 ans et maintenant ils gagnent des prix. C'est une révolution, on peut le dire. Et ça lui donne vraiment envie de revenir au pays. Le jour où je vais pouvoir vendre un fromage américain dans un magasin en France et les Français vont vouloir l'acheter, je pense que ça ferait des vagues. Mais ce marché en devenir pourrait bien ne pas profiter à ceux qui l'ont fait naître. Les géants de l'agroalimentaire s'intéressent de près aux milliards de dollars qu'ils représentent. Et ici, comme en France, les petits producteurs ont du souci à se faire face à l'appétit des industriels. Ce responsable du 3e groupe laitier nord-américain aimerait bien suivre l'exemple du français Lactalis. Les politiques vraiment d'achat d'autres fromageries, c'est une situation mondiale. Regardez qu'en France, que vous avez, Lactalis est devenu le plus grand producteur fromager au monde à cause de ses acquisitions, de toutes les fromageries qu'il a achetées. Donc, il est souvent courant de retrouver en France de petites fromageries qui font maintenant partie de grands groupes. Alors, le Nouveau Monde et la Vieille Europe sont-ils condamnés à se livrer une impitoyable guerre des fromages ? Pour Matteo Keller, il s'agit surtout du vieux combat entre David l'artisan et Goliath l'industriel. Ce n'est pas une guerre, mais une lutte pour la survie. En tant que producteur fermier de fromage, qu'on soit français ou américain, on est en lutte face à la consommation de produits industriels. Que ce produit industriel soit français ou américain, ça ne fait pas une grande différence au bout du compte. Chaque jour, au cœur du Vermont, lorsque le maître fromager Matteo juge la coulée quotidienne, il le fait avec un geste millénaire, appris en France.